une petite seconde, Oui, histoire de souhaiter officiellement la bienvenue à tous les absolument. participants. Voilà. Je l'arrête. Non, non, mais ça va. Vous pouvez On la garder laisse la comme ça? présentation comme OK, ça. Oui, oui, oui. OK. Alors, bienvenue à tout le monde, à notre cher public, fidèle à toutes les manifestations qu'on organise depuis le mois de septembre déjà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter professeur José Luis Pomar. Alors, malgré le décalage en termes d'années d'âge, on est de très bons amis. On s'est rencontrés la première fois il y a quelques 4 ans à Malaga, à la À Malaga. Malaga. Voilà, c'était ça. Et déjà autour de la table, il y avait une très bonne discussion, une discussion dans le sens de partage, de partenariat. Et voilà, ça commence à se concrétiser. Il faut dire que l'année de la Covid a causé quand même un ralentissement un petit peu partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, en l'occurrence dans les secteurs de la science et de la santé. C'est en train de partir et c'est heureusement. Et là, donc, ça nous permet de concrétiser notre premier échange et premier partenariat avec professeur José Pomar, qui dirige un grand centre donc, de chirurgie cardiovasculaire à Barcelone. Et juste pour le rappel, il est plusieurs fois président de plusieurs sociétés savantes de renommée, que ce soit la Société espagnole de chirurgie cardiaque, par exemple, ou bien l'European Association of Cardiothoracic Surgery. Professeur José Luis Pomar a beaucoup de champs d'intérêt, en l'occurrence la chirurgie de réparation valvulaire. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui et les webinaires qui vont suivre, c'est de son organisation, bien entendu. C'est un énorme soutien qu'il donne à notre jeune académie. Et c'est très aimable à lui de prêter attention à la communauté des chirurgiens cardiaques de l'Afrique francophone, on va dire en général, puisque parmi l'audience professeur Pomar, nous avons avec nous majoritairement, bien sûr, des chirurgiens cardiaques d'origine marocaine, mais également quelques jeunes de l'Afrique francophone. Professeur Pomar, à vous la parole. Merci beaucoup. Vraiment, pour moi, c'était déjà quand on s'est rencontrés la première fois à Malaga, et on a parlé de la possibilité de faire des choses ensemble. J'étais ravi, j'étais content de faire ça, mais ça n'a pas été facile parce qu'on essaye beaucoup de choses en même temps et on ne trouve jamais le temps. Et maintenant, le Covid nous a permis de faire un petit arrêt et recommencer d'une façon différente et apprendre un peu comment ça fonctionne avec les online, tout l'Internet et tout ça. Et même si on ne se voit pas, ça peut être une façon d'être en contact, de partager des idées. Et je crois que c'est toujours très, très important. Et les gens disent que parfois, les réunions présentielles, ça va finir. Je ne le pense pas. Je crois que on va voir une autre chose de plus, mais qu'on fait la possibilité de parler avec quelqu'un, de voir sa tête, de voir sa façon de s'exprimer et de prendre un verre, pourquoi pas. Tous ensemble, ça fait aussi beaucoup plus que seulement se voir par l'écran de l'ordinateur. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pensé pour aujourd'hui voir une chose que malheureusement, il y a pas mal de monde que oublie parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'histoire qui nous permettent de comprendre mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai mis un peu comme titre les nombreuses étapes de la réparation mitrale et un compte pour une fin prometteuse, au moins pour le malade. Mais je dois dire que pour moi, c'est toujours un plaisir la chirurgie réparatrice de la valve mitrale. Bon, en fait, si vous voyez ici, c'est 1902, alors ça fait pas mal d'années, quand quelqu'un a parlé de la possibilité de traiter une sténose mitrale par des moyens chirurgicaux. Avant ça, c'est sûr qu'il y avait eu des choses en chirurgie, mais pas sur la mitrale directement. Alors, c'était Brunton qui, en 1902, a publié sur le Lancet
son premier papier, et c'était des notes préliminaires sur la possibilité. Alors, il n'était pas même sûr de ce qu'il allait faire. Et ça a pris quand même jusqu'à 1923 qu'aux États-Unis, un chirurgien de l'armée, Elliot Cutler, qui au Brigham Hospital, il a fait par la première fois aussi une ouverture d'une valve mitrale. C'est une fibre cachectique, comme vous pouvez voir ici, à un moment donné, avec des instruments un peu complexes et bizarres. En 1925, un peu plus tard, et ça c'est les originaux de le rapport opératoire ici, Sir Henry Suter, tout le monde sait le Sir, à ce moment, il a inventé ou essayé avec une pièce un instrument en fait qu'il avait modifié, il a essayé de faire quelque chose pour clamper, pincer l'oreillette gauche et ouvrir et introduire le doigt dans le cœur sans que ça saigne beaucoup. Et ça a été le commencement un peu d'explorer et de voir comment ça fonctionnait la valve mitrale. Il faut y aller à 1948 déjà, hein, et ça c'est déjà pas mal d'années, c'est 40, 50 années après notre ami qui avait commencé avec son histoire, et c'était Bailey et Harkin qui ont commencé à faire des commissurotomies mitrales fermées. Ils ont eu la même idée de mettre une bourse ici avec le doigt à l'intérieur, mais à ces moments, il se trouvait qu'il y avait des rétrécissements mitraux très rigides. Probablement, ils n'étaient pas capables d'ouvrir ça avec son doigt. Ils ont commencé à employer des affaires comme ça que vous avez ici sur l'écran, et des petits couteaux, des seaux, des affaires, des scies, comment on dit, de seaux, c'est scie en français. Hein? Oui, ou bien épée. Exactement. Épée. Voilà. Et avec ça, ils essayaient d'ouvrir d'une façon complètement aveugle, et ça, c'était un peu le problème, qu'ils pouvaient dire à l'assistant et à tout le monde, ah, ça va très bien, ça s'ouvre très bien, mais après, il n'y avait pas d'écho, il n'y avait pas moyen que les stéthoscopes pour voir si ça c'était bien ou non. Et vous voyez ici un système, un autre, il y avait plusieurs des Italiens, Dogliotti, qui avaient inventé un autre système. Et je dirais que malgré que tout ça c'était bien, le changement vraiment ça a été quand on s'est allé vers le TAPS. Et le TAPS a permis d'un côté introduire ça par l'APEX, avec le doigt contrôler comment on ouvrait le dilatateur de TAPS, et ça a permis d'une façon ou d'une autre d'ouvrir beaucoup mieux, un peu plus contrôlé la valve mitrale. Mais il faut dire qu'il y avait, ça c'est une technique que je ne sais pas si vous faites encore ça chez vous, mais ici aujourd'hui on le fait presque jamais, mais que dans l'Inde, par exemple, ils font encore beaucoup de cas avec cette technique parce que c'est pas cher du tout. Les médecins, comme d'habitude, ne sont pas très bien payés, et il n'y a pas besoin de la CSC et tout ça. Et en général, au moins qu'on a une calcification importante et ça s'ouvre, disons que il y a une rupture de la valve, pas décommissure de la valve dans un endroit plus faible, normalement s'ouvrait assez bien. Surtout si le malade était jeune et il n'avait pas beaucoup de calcification encore. Et avec une thoracotomie gauche assez réduite, on mettait l'index à l'intérieur de la bourse. Problème, s'il y avait un thrombus, ça pouvait être un problème fatidique parce qu'on n'avait pas d'écho et on ne savait pas si c'était sûr qu'il n'y avait rien à l'intérieur
de l'auricule et de l'autre côté, la fragilité de certains tissus, même de l'anneau mitral. Et aussi, ça dépendait un peu du tissu de la valve mitrale comme tel. Mais comme je dis, ça a été une chirurgie qui a permis, et je pense qu'encore dans l'avenir, il peut avoir une place parce que c'était pas cher et des résultats qui étaient avec une très basse mortalité et avec des résultats pas, qui étaient pas mal. Après, pour la régurgitation mitrale, il y a eu beaucoup de monde qui a essayé pas mal de choses. Bailey, par exemple, et ça c'était un truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps de mettre un clip entre les deux, pas le clip de MitraClip, mais un clip chirurgical qui est mis par Banyan, non Banyan, excuse-moi, un chirurgien de New York, pardon, un chirurgien de New York qui essaye de mettre ensemble de feuillets quand il y a une certaine insuffisance. Évidemment, tout ça, le faire avec le cœur fermé, c'est pas facile du tout. Et il faut avoir beaucoup d'imagination et être chanceux aussi de trouver la place parce qu'on pouvait toucher s'il y avait une rupture ou quelque chose, mais après mettre une affaire pour mettre ensemble les deux côtés, c'était pas facile du tout. Et la mortalité était assez élevée. Il y a eu aussi Harken qui a essayé avec des autres types de systèmes pour réduire, même avec un ballonnet comme vous pouvez voir ici pour réduire l'insuffisance. Il y avait le problème évidemment des thromboses. On n'avait pas de Coumadin, des choses comme ça dans ce moment. Et Davila qui avait fait une chose qu'on va voir, je crois, ici mieux. David avait eu l'idée de mettre une bourse tout autour de la valve mitrale, l'anneau mitral. Disons que voulait faire une annuloplastie de l'extérieur, parce qu'il n'y avait pas encore la pompe, et de réduire le marc de la valve mitrale, et comme ça réduire l'insuffisance mitrale. Et il y avait le problème, comme on peut s'imaginer très bien, des coronaires et tout ça, que c'était pas facile. Et de notre côté, que c'était un tissu qu'avec le temps, ça rentrait une autre fois dans la même situation après les années. Mais quand même, c'était une très intelligente façon, un peu compliquée surtout la partie ici entre l'aorte et la mitrale. Il fallait le faire avec beaucoup d'attention, mais c'était une façon de ce que après on verra traiter le type 1 qu'appelle Carpentier. Et c'était en 1955. Et ça, c'est le temps que la pompe est arrivée. C'était le temps que la chirurgie cardiaque ouverte à la clinique Mayo à Birmingham, avec Gibbon et tout le groupe a commencé. Et ça nous a permis de voir ce qu'on avait à l'intérieur parce qu'on voyait les cadavres, mais on ne voyait pas vraiment beaucoup. Et ça nous a permis de faire les commissitomies ouvertes, de voir où s'était collée la valve antérieure et la postérieure, de voir où il fallait aller avec le couteau, avec le bistouri, et ouvrir ici, et arriver pas jusqu'au fond, un certain nombre de choses qu'on n'avait pas jamais bien compris ou fait, mais qu'on pouvait y arriver jusqu'à quelques millimètres de l'anneau mitral et qu'on pouvait aussi ouvrir les piliers qui étaient, à cause de la maladie rhumatismale, parfois même pas seulement avec une fibrose intense, mais aussi calcifiée parfois, mais qu'avec un peu d'attention, on pouvait au moins ouvrir de façon telle que la valve mitrale était beaucoup mieux. Malgré qu'on a eu la CSC et qu'on pouvait commencer à voir la mitrale, la plupart des chirurgiens, ils ont fait des essais de réparer la mitrale de la même façon qu'on avait eu sans pompe. Reed, par exemple, il mettait des points sur les commissures, que c'est vrai que
ça permettait de réduire l'orifice et soulager un peu la clinique du malade parce que l'insuffisance mitrale se réduisait d'une façon importante, mais aussi parfois ça déchirait, il y avait des problèmes. Il y avait des gens comme Kay qui avaient cherché de mettre beaucoup plus de points, même une petite chirurgie ici pour renforcer les commissures et le faire comme ça. Et Wouler qui faisait un peu la même histoire, mais d'une façon un peu différente, mais qu'à la fin, c'était euh, la façon la plus, la plus rapide et peut-être la première chose qu'on voyait pour réduire l'insuffisance mitrale. 56, c'était Lillehei qui a commencé aussi à travailler. Il travaillait surtout avec les enfants aussi. Il faisait des enfants avec une insuffisance mitrale. Et il a commencé à travailler sur ça. Magoun, à la clinique Mayo aussi, il faisait des applicatures. Mais disons que du point de vue de la annuloplastie, peut-être un des premiers a été Panes, qui a vu deux choses que je crois étaient importantes. Une, que le dessin n'est pas parfait, hein, mais qu'il avait une portion de l'orifice de la mitrale où il n'y avait pas de dilatation, qui était dans la partie d'attachement de la valve antérieure, cette valve ici, qui était beaucoup plus grande. Alors, il mettait les points ici et il venait jusqu'au milieu et d'ici jusqu'à l'autre côté. Et une fois qu'on arrivait ici, et il y a eu beaucoup d'anneaux même qui ont été développés par la suite avec ce concept. Hein. Mais l'idée, c'était un peu comme des Vega pour la tricuspide, avec une suture pas trop chère. Et ça n'avait pas, au moins, je n'ai pas lu jamais, une base scientifique à pourquoi il faisait ça comme ça. Et je crois qu'à moi, j'ai appris que avec les travaux de Carpentier, qui travaillait avec le cadavre, parce qu'il habitait à l'hôpital Broussais, je suis allé chez lui, il avait la famille, sa femme et des enfants dans un étage de l'hôpital. Il passait le jour et la nuit à l'hôpital. Et la nuit, quand il avait une autopsie, et il allait voir l'anatomie de la mitrale dans des malades qui avaient de pathologie cardiaque et des malades qui n'avaient pas de pathologie cardiaque. Et je crois qu'il a compris très bien comment ça fonctionnait, toute l'insuffisance mitrale et comment on pouvait la réparer. Comme je disais avant, il y a eu pas mal, même Davila, qui était quelqu'un qu'on a parlé avant, il avait essayé de faire une chose que c'était un peu différente. À la place de venir d'ici vers le milieu, après on a connu bien que la valve postérieure, l'insertion de la valve postérieure, ça se dilate, ça peut se dilater encore après, et il avait les points qui quittaient à l'extérieur du cœur et il pouvait avec le doigt voir s'il restait insuffisant ou non. Et il quittait, ici on ne le voit pas, il quittait les points juste un peu plus haut où on connaît comme le trigone gauche. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fibreux et comme ça, il n'avait pas de problème de déchirer au moment qu'il poussait un peu ici. Et le reste, c'était des anneaux partiels, des choses qu'on a vues plus ou moins jusqu'à la nulloplastie qui a été décrite après pour Carpentier. Et je crois que ce que je trouvais très, très, très intéressant, c'est de voir qu'entre le trigone gauche et le trigone droit, il y a des gens qui disent que j'ai jamais vu les trigones. C'est vrai, on ne les voit pas, on les imagine un peu, mais si on pousse un peu vers le bas avec les cordages plus importants de la valve antérieure, on voit très bien comment ça va vers la partie haute. Et on voit que cette distance, ça se tient pratiquement tout le temps égal. C'est toute l'autre partie que ça devient dilaté. De la commissure droite jusqu'à la commissure gauche et surtout ce que correspond avec la paroi libre du ventricule gauche.
Et tout ça, ça se dilate. Et c'est à cause de ça qu'on a surtout les insuffisances mitrales. Et de notre côté, ça permettait, si on savait la distance d'ici à ici, de réparer l'orifice mitral en disant ça et ça, on a pris ça après, que cette distance, on appelle 1, c'était un tiers de la circonférence. Ça veut dire que si ici on avait 31, 32 ou n'importe quoi, l'anneau qu'on devait choisir, ça devait être en 32 parce que la circonférence allait être proportionnelle à cette distance ici. Même si on avait un orifice énorme, c'était comme ça de le mettre en place et d'avoir une correction de cette insuffisance quand c'était la dilatation de l'anneau le problème principal. Cette phrase, je l'ai trouvée aussi intéressante de Carpentier, qu'il a déjà des années. Hein, ça, c'est une photo qui n'est pas très récente. Alors, il a pas mal, probablement 90 ou quelque chose. Oui, il est né en. Je ne me souviens plus exactement maintenant. Je l'ai. Et il disait qu'en soir de novembre 1967, alors que je sortais de l'hôpital Broussais et passais sur l'arc de pierre encadrant les grilles de fer, je fus frappé par sa similitude avec la structure d'une valve mitrale. L'arc était l'annulus et les grilles étaient le feuillet. Et en fait, je crois que tout ce qu'il avait appris avec le cadavre, toutes les mesures, parce qu'il avait pris beaucoup de mesures avec les cadavres et tout ça. Il faut dire que ça, c'était en 68 hein, et que, en fait, comme vous pouvez voir ici, 69, c'était, je dirais que pour ceux qui ont fait une plastie plus ou moins réglée, le commencement de l'ère de l'annuloplastie. Et en fait, le premier anneau qu'il a décrit, c'était comme ça, ouvert. C'était un anneau rigide, un matériel rigide, et qu'on mettait les points autour, et que théoriquement, ça, c'était pas permis, mais on pouvait bouger un peu les points de façon telle qu'on pouvait réduire un peu ou réduire un peu la distance postérieure pour empêcher ou éviter un peu l'insuffisance à la fin. Ça permettait des choses comme ça. Et il a commencé à lentement avoir des possibilités de faire des autres types de chirurgie, par exemple, quand il y avait une calcification un peu ici sur le P2 et comment faire la mesure de l'anneau, tous ces types de choses qui ont été faites sur le concept d'insuffisance mitrale rhumatismale, parce que je me souviens très bien quand j'étais résident, ce qu'on opérait, c'était seulement que de malades rhumatismales. Et sténose mitrale beaucoup chez la femme et des insuffisance mitrale aussi, mais pas si souvent que les sténoses, mais on avait beaucoup. Et on pensait que quand les Américains parlaient c'est qu'ils appelaient à ce moment déjà une dégénérescence fibroélastique et tout ça. Ça, c'est les Américains, mais ça, on ne le voit pas ici. Comme l'ischémique, que ça nous a pris des années à avoir des malades avec une maladie ischémique. Mais lentement, comme on peut voir dans cette image qui est déjà pas mal vieille, c'est lentement, il a eu des différentes choses, la récession quadrangulaire, réconciliation des cordages, la transposition des cordages, et toute une série de choses desquelles je crois que Gilles Dreyfus, il peut parler très bien parce qu'il a encore employé les cordages du malade à la place d'employer le Gore-Tex. Pas toujours, mais dans beaucoup de malades, il dit qu'il a des résultats impeccables. Pardon.
euh, j'ai eu la chance de travailler 14 ans avec Carlo Durand. Et Carlo Durand, il était copain de Carpentier à Bruxelles et il travaillait aussi il a travaillé des années à la Rivoisière et après il est allé en Angleterre, à Oxford où il a développé les homogreffes et tout ça. Et lui, il était un peu fou aussi à cause de la mitrale et il travaillait beaucoup sur ça. Et quand j'étais encore même étudiant, on cherchait dans le laboratoire de voir si on trouvait l'anneau fibreux. Et ça, c'est une chose qui est très discutée. Ça existe, ça n'existe pas. Euh, ça, ça peut se dilater ou non. Mais en fait, ce qu'on a appris aujourd'hui, comme on parlait avant, c'est que toute cette partie, il n'y a pas beaucoup de tissu fibreux. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de tissu fibreux, ça se dilate beaucoup, ou peut se dilater beaucoup. Mais par contre, cette partie entre les deux triones, ça, normalement, ça reste pareil. On avait parlé que chez le malade ischémique, il y avait un papier ou deux où ça, c'était pas comme ça pouvait se dilater. Mais en fait, la dilatation, c'était de 1 millimètre, 1,5 mm, c'était pas vraiment très important. Alors, disons qu'on n'a pas un os à l'intérieur comme des animaux qui ont une structure beaucoup plus rigide, mais on a quand même un anneau fibreux qui tient un peu tout le système ensemble. En même temps, on avait vu avec Carlo Durand, et ça a été ma thèse doctorale, c'est pour ça que je l'amène, on a vu que l'anneau mitral, dans certains malades, n'était pas fixe, n'était pas rigide. Il avait d'une façon ou d'une autre, il y avait un certain mouvement, mais il faut se rappeler qu'on n'avait pas d'écho. On avait seulement le rayon X et il n'était pas impeccable non plus. Hein. Alors, c'est l'animal expérimental, on a travaillé, on faisait une CSC, on mettait le chien sous pompe, on mettait des points de plombe, je crois, s'appelle, ici, comme le perdigon pour aller à la chasse, et on les mettait autour de l'orifice mitral et on réveillait après l'animal. Et quand il était réveillé, on faisait une angio et on prenait un rayonnisme comme on peut voir ici. Et ça, c'était la diastole et ça, c'était la systole. Que ça, c'était l'exemple, disons, un peu plus spectaculaire. Mais quand même, si on prenait la plupart des animaux, on voyait que la valve mitrale n'était pas rigide du tout, et surtout la partie postérieure, ça ouvrait et réduisait avec les cycles cardiaques. Mais il faut dire qu'il avait seulement un papier que ça venait de Titus ou Titus, un chercheur de la clinique Mayo, qui avait fait un travail avec des résultats semblables, mais aussi expérimental. Et le problème, c'est que les gens disaient, ah oui, mais ça, c'est chez l'animal et ce n'est pas dans un malade. Alors, ça n'a aucun intérêt. Mais malgré tout, on a pensé que ce n'était pas une mauvaise idée de changer un anneau rigide pour un anneau flexible. Et c'est où on a développé avec Carlo Durand un anneau qu'au commencement s'appelait DPC, Durand Pomare et Cucchiere, qui est un chirurgien italien qui travaillait avec nous aussi dans le temps, mais qu'après, c'est devenu très connu comme l'anneau de Durand Medtronic et que, évidemment, quand une chose n'est pas trop chère, l'avenir n'est pas. Mais quand même, il y a beaucoup de malades et il y a beaucoup de chirurgiens qui ont employé l'anneau de Medtronic Durand qui ne coûtait pas beaucoup et c'était très bien. Si on commence à aller de 68, 69 vers les années 80, ça a commencé à avoir un peu plus de. Les gens connaissaient un peu mieux les plasties mitrales et on comprenait un peu mieux. Mais ce n'était pas facile de comprendre. En fait, j'ai connu Larry Bonczyk, c'est un chirurgien des États-Unis qui a été opéré par Carpentier en 1981. Et je discutais avec lui parce que je ne comprenais pas comment ça se fait qu'il avait une insuffisance mitrale et avec un anneau, c'était pratiquement tout arrangé.
la pathologie des cordages, tout ça, ça continue. Mais c'est à ce moment que j'ai appris l'importance de la surface de coaptation. Parce que si on a une bonne surface de coaptation, on verra ça un peu après, la tension sur les cordes, ça devient, les cordages, ça devient très, très petit et la possibilité d'avoir une rupture disparaît. En fait, ce que ça arrive probablement, c'est que quand on fait un exercice, et ça augmente le volume ventriculaire, il y a un certain détachement ou une certaine distance entre la valve antérieure et postérieure, et il y a un certain degré d'insuffisance mitrale, et c'est à ces moments qu'il n'y a pas de coaptation que ça peut rupturer un cordage, et ça, ou même un pilier, mais ça c'est plutôt un problème ischémique. Mais pour un cordage, ça doit avoir quelques problèmes avec la tension de ça. Et par contre, c'est très rare, après une réparation, avec une bonne surface de coaptation, chose qui est très importante chez les maladies ischémiques, c'est quelque chose qu'on a dit toujours de 8 mm au moins pour éviter qu'avec le temps, si ça s'en va un peu plus loin à cause du tethering du pilier avec la paroi, ça ne touche pas encore une fois. Et je crois que dans ces années, c'est où Carpentier, et je disais à Messier Madani que je vous laisse la deuxième présentation pour ceux qui veulent la voir et sur les types et les différents types, parce qu'on avait au commencement type 1, normal leaflet motion, les feuillets ils bougent normalement, sans aucun problème. Alors, c'était le marque de l'orifice qui était grandi. Alors, c'était une insuffisance centrale normalement ou un trou à cause, par exemple, d'une endocardite. Mais le feuillet, il bougeait normalement sans aucun problème. Le type 2, c'était quand il avait un excès de mouvement. Alors, le mouvement, c'était le mot important et c'est le prolapsus. Le prolapsus, c'est quand ça monte plus haut que le niveau entre de l'anneau, ici, anatomique, et le prolapse, ici, c'est au prolapsus, c'était dans le type 2. Et le type 3, c'était le contraire, quand il n'y avait pas une motilité, une motion normale de feuillet dans, par exemple, vous pouvez voir ça, le type 3-1B, selon c'est en systole ou diastole. Mais ça, le concept, c'est devenu ainsi, et en fait, ça a été une des premières fois qu'un chirurgien non américain faisait un topo comme un honored guest address. Ce n'était pas facile même d'être membre de la société de la AATS. Et lui, il a fait le topo sur le French Correction. Alors, c'était un peu le commencement en 1983 de tout ça. Bon, je suis sûr que vous connaissez beaucoup des gens mieux que moi ici, mais ça, c'était un des cours qui était organisé par Alain Carpentier, beaucoup plus jeune évidemment, à la clinique René Lérige à Bruxelles. Ça, c'était en 1986. Ça, c'est un jeune, vous allez le voir dans quelques jours, Patrick Perrier, très jeune, il était résident à ce moment chez M. Carpentier. Alors, c'est des photos que je crois sont sympas de voir. Et lui, Carpentier, il aimait beaucoup expliquer, même si ça prenait des heures, expliquer exactement comment il fallait faire, comment analyser la valve mitrale. Et il y avait pas mal d'histoires avec ça, parce qu'en fait, on a appris que la valve mitrale n'était pas seulement une porte qu'ouvre et que ferme. Il y a beaucoup de structures, l'anneau, même l'oreillette gauche, c'est important dans le système, le mécanisme de fermeture de la valve mitrale.
les cordages, les piliers et la paroi du ventricule gauche. Tout ça, on l'a appris après qu'on a commencé à comprendre un peu mieux tout ça. Et c'était autant Alain Carpentier et Carole Durand, qui étaient des très bons copains, très amis, qui ont travaillé beaucoup dans cette affaire et qui ont réussi finalement à nous faire comprendre. Et surtout, je crois qu'une chose très importante, ils nous ont appris comment on pouvait parler avec les cardiologues. Comme je dit avant, on n'avait pas d'échocardiographistes, mais ce n'était pas facile d'expliquer ou de s'exprimer avec un cardiologue ce qu'on avait fait, comment on avait réparé ça, etc. Et c'était un peu ce qu'on avait parlé de la tour de Babel, parce qu'on parlait d'une chose et on comprenait une autre complètement différente. Et c'est où on a commencé à parler de A1, A2, A3 pour la valve antérieure côté gauche, côté droit, P1, P2 et P3, les piliers postérieurs, les piliers antérieurs. Et ça nous a permis d'avoir un dialogue avec les cardiologues et d'expliquer exactement qu'est-ce qu'il y avait. Et ça a été le commencement de beaucoup de monde qui avait des chirurgiens comme Magdi, qui avait déjà beaucoup d'expérience dans certains domaines, à des autres comme Hugo Van Hermen ou Patrick Perrier, qui est justement ici. Ça, c'est Larry Cohn, Toby Cosgrove, Tate Miller, beaucoup de chirurgiens qui sont ici et que lentement, ils ont appris comment faire ça, ils ont apporté une chose ou une autre. Et ça, c'est une diapo de Randy Chidwood, qui est à la fin ici en bas, et qui me l'a passé, qui était très sympa. Et ça, c'était déjà l'année 2000. C'est une très belle photo où il y a Norman Shanway, il y a Gerald Brom, Chidwood, Bruce Wright. Ça, c'est le chirurgien qui avait une plastie mitrale, Larry Bonchek. Ça, c'est Larry Cohn de Boston. La plupart c'est des Hermes Grillo, Yacoub, Favaloro, et surtout le couple Messi-Madame Carpentier, que les deux, ils ont travaillé beaucoup dans l'amitrale et Sophie surtout dans les bioprothèses. Si on recule un peu, mais on est déjà dans une époque, c'est commencé à voir la possibilité de faire la même chose qu'on faisait avec le TAPS, de faire ça avec un ballonnet. Et ça a été un groupe de cardiologues, surtout, qui ont essayé de voir si on pouvait faire avec un système percutané une valvotomie efficace. Probablement, tant pour vous comme pour moi, Alec Vanian, le cardiologue de Paris, de Bichat, c'est un cardiologue qui a travaillé beaucoup sur ça, il a fait beaucoup, et qu'il nous a appris que ça, c'était une technique qui était viable. En fait, on voit très bien ici le gradient que ça descend après gonfler le ballon et casser. Dans ces cas, c'est un malade qui était déjà opéré. Je l'ai mis un peu avec l'intention que c'était un malade qui était opéré, mais qui avait encore un rétrécissement mitral et qu'avec le ballonnet, ça réduit le gradient une autre fois et ça améliorait beaucoup. Mais évidemment, ce n'était pas seulement les stress, comme on parlait avant, et on a commencé à chercher des façons, surtout avec les idées de Carpentier, de l'école de Carpentier, où il y avait pas mal de chirurgiens, mais entre Patrick Perrier, Gilles Dreyfus et pas mal d'autres, de mettre, par exemple, ça c'est les cordages qui étaient d'une façon ou d'une autre étaient trop longues et ils le mettaient à l'intérieur du pilier et le fermaient avec un point de telle façon qu'il était déjà une structure normale. Au commencement, quand il parlait de métro nano après, j'imagine que pour vous, c'est la même chose. On a l'impression que c'est une affaire de l'industrie. Ils veulent nous mettre ici quelque chose à payer. Mais vraiment, l'idée d'empêcher d'avoir une dilatation de l'orifice
et garder cette surface de cooptation. Je crois que c'était une excellente idée. Évidemment, pas tous les affaires, on pouvait les faire avec les cordages qu'on a, parce que peut-être ils étaient cassés, peut-être ils n'étaient pas viables parce qu'ils étaient trop fibreux. Et il a eu quelqu'un que je ne sais pas s'il est reconnu dans ces affaires, mais c'était Bob Frater. Bob Frater, c'est un juif qui était à New York, à l'hôpital Montefiore. Et Bob Frater a commencé à penser, il travaillait beaucoup sur le péricarde. Ça, depuis il y a très longtemps, il avait toujours travaillé avec le péricarde. Il a fait même des valves quadrangulaires pour la mitrale et des choses comme ça, mais il travaillait beaucoup avec le péricarde et il a pensé que pourquoi pas employer le péricarde, des pièces de péricarde, pour réparer les cordages de la mitrale. Et en fait, il a commencé avec ce type de xénographe, si vous voulez, même avec des matériaux autologues, et comme substitution d'un cordage qui est cassé ou qui ne fonctionne pas bien. Alors, il prenait les mesures, il faisait tout ça, il mettait des points ici, des points là, et il a commencé à travailler sur ça, à travers ça. Mais après, il a eu l'idée d'employer à la place de mettre ça, de mettre un petit tube de Gore-Tex, même une petite pièce de Gore-Tex, jusqu'au moment que quelqu'un lui a dit « Pourquoi vous ne mettez pas une suture de Gore-Tex, c'est plus facile ». Et il a commencé à travailler chez l'animal et comme vous pouvez voir ici, il remplaçait avec des morceaux de Gore-Tex artificiel pour voir comment ça fonctionnait chez l'animal qui était tué, sacrifié quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et il a commencé excusez-moi, il a commencé à voir que ça pouvait être une très bonne idée, ça pouvait y aller très bien. Et il a eu aussi un copain à moi, Revuelta, qui travaillait à ce moment entre Santander, où il était avec nous, avec Carlos Durand, et avec un chirurgien à Houston, avec lequel il a passé un an en Arabie, et il a fait pas mal de travaux où il a montré que chez l'animal, si on mettait des cordages de Gore-Tex, après quelques temps, ces cordages, ils étaient couverts par des tissus du malade ou de l'animal dans ce cas, et qu'on pouvait très bien voir que c'était très semblable au matériel, il était assez flexible, pliable, et que ça pouvait être une solution impeccable. Et on a appris que ça pouvait être en plus avec une durabilité qu'à un moment donné, on pensait que ça n'allait pas à fonctionner pendant beaucoup de temps. Même au microscope électronique, on a été capable de voir comme ça ici, je ne sais pas, vous voyez la flèche, mais on pouvait voir les matériels artificiels, comme on le mettait dans l'aval, le feuillet, et comme il était entourné d'un tissu, d'une couche pas énorme, mais avec des fibroblastes et tout ça, que après ça lui permettait de ne pas être trop homogénique et tout ça. Avec cette idée dans la tête, il a eu pas mal de gens qui ont commencé à faire des séries pas mal importantes. Une, c'était Tyrone David, vous l'avez connu, vous avez parlé, vous avez eu la chance d'avoir, c'est un gars pour moi extrêmement intelligent, très bien, sympa et très agréable, et un chirurgien exceptionnel. Et Tyrone, il a fait probablement la première série assez longue de malades avec une substance vitrale traitée avec le PTFE, avec le Gore-Tex. Et aussi, l'autre groupe, c'était Von Oppel qui venait de l'Afrique du Sud, qui avait travaillé pendant quelques temps, je ne me souviens pas si c'était à Johannesburg ou à Cape Town, mais il venait de l'Afrique du Sud et que Von Oppel avec Fred Moore, ils ont fait une très belle série aussi des cas et déjà ils le faisaient avec des chirurgies
plus ou moins minimal invasive qui allait très bien. Ils ont même développé le système qu'on connaît comme le loops pour essayer de mettre ça seulement et pas avoir plusieurs cordages qui venaient après se mettre dans le pilier. Avec un seul, ils pouvaient faire 4 et normalement ils mettaient un à chaque pilier et après, s'ils n'avaient pas besoin, ils le coupaient et c'était tout. Mais ça a été des affaires qui ont été développées à ce moment. Et ça, c'était aussi une longue série qui a été faite par Robert Frater à New York avec un Italien qui est allé passer quelque temps chez eux et avec des malades de PISA. Et ils ont fait aussi des séries avec des malades avec ça. Mais je dirais que aussi, c'est lui qui a ouvert d'une façon plus large la fenêtre de l'utilisation du Gore-Tex. C'était Patrick Perrier quand, je me rappelle très bien le moment qu'on a discuté sur ça, il a eu l'idée de respect plutôt que resect. Et l'idée c'était de ne pas faire des resections quadrangulaires, triangulaires, n'importe quoi, ça dépendait des chirurgiens qui faisaient chacun, mais de réparer tout le système sous-valvulaire avec des cordages, avec Gore-Tex. Et je crois que ça a permis à tout le monde, même Carpentier, Carpentier disait les cordages artificiels, ça ne va pas, qu'est-ce que c'est cette affaire? Ça, c'est compliqué, ça ne vaut pas la peine. Et même ça, après quelques années, il a reconnu que ça, c'était une possibilité parce que ça permet d'avoir une belle surface de coaptation. Ça nous permet de tirer, par exemple, de la valve postérieure vers le pilier et d'avoir la valve antérieure qui vient chercher cette partie de la surface de la valve postérieure, comme ça que l'occlusion de la valve est postérieure et pas antérieure. Il y a très petite possibilité d'avoir un SAM, de Systolic Anterior Motion, ici, et ça se ferme de l'autre côté. Ça devient presque un rideau parfois. Et il y avait même des gens qui pensaient que l'idéal, c'était de mettre ça directement ici, vraiment serré, et ça allait venir toujours ici. Mais on a dans la tête aussi, si vous pensez que les types de Carpentier sont basés sur le mouvement des feuillets. Et si on met ça directement en bas, le feuillet postérieur ne se bouge pas. Et des possibilités d'avoir ici thrombus, c'était pas clair que ça c'était la meilleure idée. Alors l'idée c'est de chercher un système que coapte les deux et ça permet d'avoir de ne pas avoir l'insuffisance mitrale. Un autre problème, ça a été, mais c'est pas souvent, ça arrive seulement rarement, mais ça arrive, la rupture de cordage. Ça, c'est un malade que j'ai jamais finalement été capable de savoir s'il avait eu une annuloplastie comme il faut à part de la situation des cordages. Et ça, c'est un malade de 2004. Alors, ça fait pas mal de temps, mais ce n'était pas très longtemps après de commencer à employer les cordages artificiels qu'il y a eu une rupture. Et après ça, il y a eu pas mal de cas, mais pas mal, ça veut dire un cas de temps en temps. C'est comme la vaccine de AstraZeneca, de temps en temps, ça peut avoir une complication, mais pas très souvent. Alors, les cordages, c'est une très bonne affaire. Il faut, on va voir dans les prochains jours comment faire la mesure, comment faire ça. Moi, je ne voulais pas mettre tout dans la même affaire. Mais je crois qu'il y a eu 2-3 choses très importantes dans l'histoire de la réparation mitrale et je dirais que la plus importante, ça a été d'avoir l'écho, mais pas seulement l'écho pour diagnostiquer l'insuffisance mitrale, mais pour avoir l'échocardiographiste. Ça, c'est Alain Berrebi que vous allez avoir dans quelques jours, qui est un expert. Ça a été le premier cardiologue qui était cardiologue du chirurgien. Et il était en salle d'op et il montrait ce qu'ils avaient fait en chirurgie
voir s'il allait bien, s'il n'allait pas bien, s'il y avait une fuite, sinon où c'était la fuite et comment. Et ça, je crois que c'était fondamental. Et ça a été le commencement de ce qu'on appelle le Heart Team, un cardiologue clinique, un échocardiologuiste, un chirurgien, deux, mais en tout cas, travailler tous ensemble et faire de la plastie mitrale une chose importante. Avant de commencer, on parlait avec Messier Madani de la mitrale ischémique, très, très, très intéressante, très importante. Et je crois qu'il a eu des papiers superbes. On a compris beaucoup de choses sur le mécanisme, comment ça fonctionne la valve mitrale. Et grâce à un jeune ici, il n'est pas si jeune aujourd'hui, Craig Miller à Stanford, qui a travaillé beaucoup dans le laboratoire avec des petites pièces, piézoélectriques pour voir les mouvements de l'anneau, des piliers, des cordages, de tout. Et là, dans le malade qui avait une ischémie, ici ou là, et il a vraiment travaillé beaucoup. L'autre chose intéressante que je crois que ça a été pour tous les chirurgiens au commencement un peu complexe d'avaler, c'était la minimal invasive ou la chirurgie mini-invasive. Et ça, c'est une histoire aussi intéressante. C'est une histoire qui commence à Stanford. Il y a des gens qui disent non, ça commençait, non. C'est commencé à Stanford et c'était deux chirurgiens qui ne sont pas très bien connus, Stevens et Sterman, qui ont commencé avec l'idée de faire un système pour la revascularisation cardiaque. L'idée de ça, c'était coronaire, des malades avec insuffisance coronaire, avec maladie coronarienne. Et l'idée, c'est de mettre 3-4 pontages veineux, pas même de ma mère. L'idée, c'était de mettre des points. Et le concept, c'était de, sans ouvrir la poitrine ou avec une incision tout petite ici, et de mettre les pontages avec une pompe qui venait d'en bas. Tout ça, ça a été discuté. On n'a pas le temps de parler de tout ça, si le flot venait d'en bas, s'il pouvait avoir des problèmes neurologiques, si le ballon qui faisait le clan, c'est bon, c'est pas bon. Je crois qu'il y a comme tout, il y a des choses superbes et des choses qui ne sont pas si bonnes. Mais en tout cas, il a eu déjà certains chirurgiens aux États-Unis qui ont commencé après le commencement de ça, ils ont commencé à faire chirurgie coronaire. Et même en Europe, Reichensbrunner à Dresden, qui n'est plus là, et Fred Moore, ils ont commencé à le faire. Mais il faut dire que la chirurgie coronaire avec le Hartford, ça n'a pas été magnifique. On a fait une dizaine, peut-être une douzaine. Et ça allait bien. On n'a pas eu des pépins, mais ce n'était pas très confortable, ce n'était pas magnifique. Et en plus, du côté gauche, faire la mammaire à ce moment, c'était compliqué. On n'avait pas tous les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui. Par contre, pour les valves, c'est devenu une chirurgie de plus en plus intéressante. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de chirurgiens, je crois qu'en Europe, on n'était pas plus de 5-6 où on faisait un volume plus ou moins bien de chirurgie mitrale. Mais c'était surtout Hugo Van Herwijnen, qui a été très persistant. Il a continué à le faire malgré que tout le monde lui dit ah, ça c'est fou, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, ça n'a aucun sens. Mais il a eu pas mal de chirurgiens, c'est Toby Crossgrove, qui ont commencé à faire pas seulement la mitrale, mais aussi la valve aortique. Larry Cohn au Brigham aussi, il a fait la même chose. Après, c'est devenu Ottavio Alfieri, un très bon ami, qui a commencé avec l'idée de mettre des points pour approcher le feuillet, qui était une très bonne idée, mais qui n'était pas physiologique. Après, il a dit que si on met une neuruloplastie, ça va bien aller. Et c'est une technique comme tout, que dans certains cas, ça va très bien aussi. Alors, même si Carpentier il dit que ça c'est it's a crazy idea, mais on voit que ça peut y aller dans certains cas.
Et l'autre intéressant, c'était Tilbout qui a commencé aussi à faire la robotique un peu plus complexe. Nous, on a fait avec le ESOP, que c'était seulement pour lui dire up, down, ici, à gauche, à droite, un appareil qui nous tenait l'endoscope. Après, on a eu des modifications un peu plus agréables, mais vraiment, la robotique, l'appareil, ça coûte beaucoup d'argent. Et maintenant, à l'hôpital, on a un appareil, on a commencé à le faire, mais un appareil qu'on partage avec urologie, chirurgie générale pour certains cas de chirurgie du côlon et en chirurgie mitrale, communication atriale, des choses comme ça. Mais on ne fait pas non plus beaucoup de cas. Mais on a vu que lentement, on trouve, ça c'est quelque chose qui a du bon sens. C'est quelque chose malgré qu'il y a certaines limitations qu'on ne peut pas oublier, comme la manque du feeling, on n'est pas capable de voir combien on tire, combien on fait. Cette perception, on ne peut pas l'avoir avec le robot aujourd'hui. Et avant, on n'avait pas une image tridimensionnelle. Aujourd'hui, on voit, je dirais que même mieux qu'avec vision directe. Avec l'endoscope, on voit aujourd'hui très bien. Mais encore, on n'était pas arrivé à l'année vraiment 2000, quand c'est commencé quelque chose que, pour moi, c'était le grand changement. Ça a été l'image. L'image, c'est quelque chose qui nous est arrivé et que quelqu'un comme Grunzig à Zurich, il nous a transmis que même si au commencement, ça c'était seulement pour quelques malades, que ça pouvait être à l'avenir une chose intéressante à faire. Et je me rappelle encore que le premier meeting qui a eu lieu en 1981 à Zurich, je suis allé et j'étais le seul chirurgien dans toute la salle avec 250 personnes. Le seul chirurgien. Le chirurgien de Zurich était Marco Turina et il faut se rappeler que dans ce moment, quand on faisait une dilatation coronaire, c'était obligatoire d'avoir un chirurgien en stand-by dans la salle d'op. Alors, pas même lui, il était dans la salle, il était en salle d'op. Et alors, c'est une photo que j'ai que je trouve très sympa. L'importance de l'image, c'était pas seulement l'image comme telle, mais la possibilité de voir des détails beaucoup plus petits qu'avant, on ne voyait pas. On n'avait pas même pensé à cette possibilité. Je voulais seulement voir ça. C'est un cardiologue de New York qui montre avec des images ce qu'on pouvait voir, une chose que probablement on ne voit jamais, une vanne mécanique tellement claire parce qu'il y a toujours le problème je ne sais pas le mot en français, mais en tout cas, une partie métallique qui empêche de voir clairement ça, la possibilité qu'ils ont de construire, de fusionner des images d'un système avec l'autre et de voir des choses beaucoup plus claires. Et ça, c'était un peu aussi, comme en 2002, c'était notre ami qu'on connaît déjà, mais peut-être même trop bien, qui a commencé avec le TAVI, que pour la plupart des chirurgiens, c'était comme le diable. Il y avait même des photos où il y avait Fred Moore avec lui, et il faisait comme ça en disant « c'est moi qui arrive, vous emmerdez le panorama de la chirurgie ». Et vraiment, ça a été un coup très important, mais il faut penser que dans certains malades, c'est une très bonne idée. Et il faut toujours penser que toutes les nouvelles techniques ne sont pas pour se battre, ne sont pas pour nous réduire les cas. C'est vrai qu'il y a chirurgiens et cardiologues qui peuvent passer pas seulement un an, 20, toute la vie à discuter une chose et l'autre. C'est vrai qu'on n'aime pas plusieurs choses
des indications qu'ils ont fait avec les TAVI ou avec le CLIPS, avec tout ça. Mais à la fin, c'est des personnes comme nous. Et quand on parle, on discute, on peut arriver à un accord en général. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas faciles, mais on peut toujours arriver à un consensus de où ça serait mieux, où ça serait pire. Mais ce que c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'image nous permet de voir des choses qu'on n'avait pas même rêvé, savoir exactement la distance entre le trigone, comment ça va être la valve mitrale. On a en plus, je ne veux pas parler de ça, toutes les possibilités qu'on a de faire en 3D printing, avoir tout la valve mitrale avant l'opérer pour montrer le résident comment tu dois faire là, s'il faut resséquer, non, où mettre les cordages. Il y a tellement de choses que aujourd'hui, c'est incroyable. Et en plus, on a des données qu'on ne peut pas oublier. Le MitraClip, c'était, pour beaucoup de monde, c'était incroyable. L'Alfier, ça ne va pas, ça ne peut pas y aller. Mais il y a des malades où on va bien. Il y a 40 000 dans le monde déjà, peut-être plus. Et il y a des résultats mauvais, mais il y a aussi des malades qui ont fait une vie absolument normale. Qui a payé ça parfois? Le chirurgien, on s'est trouvé avec des cas comme ça, et vous voyez ici des trous, des valves qui ne sont pas réparables après, et que c'est sûr que c'est toutes des bonnes nouvelles. Mais il y a aussi des malades qu'il ne faut pas ignorer, qu'ils ont très bien fonctionné avec ça. Comme ça, comme des autres choses, qu'on va y aller très rapide, mais avec des arts, comme le Cardiobank. Ici, vous avez un peu le système comme ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a le Echo 3D, on peut voir beaucoup mieux, où on peut mettre, par exemple, on peut mettre le premier point du Cardiobank, excusez-moi, et pas y aller sur la commissure en bas, et aller sur le trigone. Pourquoi? Parce que c'est fibreux et ça, la tension dans toute la circonférence, ça commence ici et ici. Et c'est ici, c'est un tissu qui est assez fort, ça va ouvrir notre foie tout. Alors, ça a été les échecs de ça, ça a été aussi important. Et cet autre système, qu'on le voit, on trouve ça, c'est complexe pour un chirurgien, ça n'a aucun sens. Mais il y a eu des dessins, je n'ai pas tous ici, il y a quelques-uns seulement, comme ça, de couper la valve mitrale avec un système de lacérer avec un système électrifié, ouvrir la valve antérieure, ça c'est l'animal, évidemment, mais pour mettre une valve mitrale à l'intérieur, le millipède, un système pour réduire aussi l'orifice de la mitrale et la tricuspide. Et il y a eu des gens qui ont travaillé comme des chirurgiens, Neil Moat à Londres, mais qui avaient beaucoup d'expérience aussi sur tous les systèmes percutanés, et que finalement, aujourd'hui, il travaille dans l'industrie et il fait un travail excellent, sans oublier qu'on est des chirurgiens et qu'on a une vision un peu différente. La même chose que ces gars ici, Steve Livesey, c'est un chirurgien qui était à Southampton et qui maintenant il est à St. George à Londres, que je connais très bien aussi parce que c'est un excellent chirurgien et qu'on partage beaucoup sur la chirurgie mitrale et tout ça, et qui a fait probablement les premiers cas, pas seulement le Neocors, qui était surtout à Padova, et il a fait avec le Harpoon, mais avec des concepts semblables d'introduire par l'Apex un système pour prendre le feuillet qui a un prolapsus ou un cordage cassé ou n'importe quoi, mais réparer ça sans arrêter le cœur. Alors, c'est des choses que, si on est honnête, on se rend compte que si on est capable de faire ça et l'indiquer de façon adéquate et tout ça, pour le malade, c'est beaucoup mieux que ce qu'on fait normalement. Et il y a plusieurs choses de plus qui viennent des nouveaux systèmes d'écho pour naviguer, pour voir où on va avec ça et l'autre. Et ça nous permet d'avoir une quantité énorme de possibilités, pas seulement réparer, mais aussi remplacer la valve mitrale. Et c'est vrai que
il y a un investissement de toute l'industrie et tout le monde va avoir une valve, mais à la fin, on va avoir 2, 3 modèles qui vont fonctionner bien. Le reste, ils ont investi beaucoup d'argent et peut-être pas beaucoup pour rien. Mais je ne voulais pas finir sans laisser 2 mots sur ce qu'on ne connaît pas du tout. Et on parle de la mitrale et on n'a pas aucune idée de la mitrale. Vraiment, on n'a pas aucune idée. On a l'idée un peu de cordage de premier ordre, deuxième, bassal, la sang qui vient de l'auricule, de l'oreillette gauche, il va vers l'aorte. Tout ça, on le sait, mais de la mitrale, du tissu, on ne sait pas beaucoup. On a des pièces histologiques, on sait la dégénération myxoïde, on connaît bien qu'est-ce que c'est ça, comment ça peut y aller. On connaît depuis les temps de Becker, en 85, beaucoup de la pathologie mitrale, mais aujourd'hui, on commence à apprendre des choses qui nous font penser qu'on peut même manipuler le tissu de la mitrale. On commence à parler de malades qui ont une maladie ischémique où il y a un certain rétrécissement du tissu, pas inflammatoire comme dans la maladie rhumatismale, un système différent. Et on commence à savoir qu'est-ce qu'ils font le fibroblaste ici dans le tissu valvulaire, en fait, pas myocarde, mais on les appelle myofibroblasts, les métalloprotéinases, le tissue growing factor, toute une série de choses qui peuvent nous faire penser que dans l'avenir, on sera même capable de modifier la surface, modifier la longueur et tout ça des tissus. Et on connaît à chaque jour un peu mieux toute une série de choses. Ça, c'est les études de Cochrane qui sont très, très intéressantes sur les flots à l'intérieur. Mais vous aviez entendu parler que dans la valve mitrale, on a des transducteurs mécaniques couplés avec des cils comme ça, qui sont couplés avec les canaux ioniques et qui nous permet de savoir le flot si bien s'il va avec tout le système. Ça, c'est des choses que j'ai appris il y a très peu d'années, 2, 3 années, et je commençais à comprendre qu'on ne sait rien, on connaît presque rien de tout ça. Et qu'il y a devant nous, parce que parfois les gens disent non, le cardiologue, ils vont nous prendre tout. Je ne le pense pas. Les cardiologues, ils n'ont pas vu la valve mitrale, ils ne connaissent pas la valve mitrale, ils ne connaissent pas la valve aortique. Ils ont entendu parler, ils ont vu 2 cadavres et ils ont lu dans les livres, ils ont vu les vidéos. Mais nous, on a vu pendant des années la mitrale, l'aortique, et je crois que nous sommes capables, si on étudie et on travaille dans la recherche et tout ça, on serait capable d'oublier les temps où les gens venaient comme ça, c'est une photo très bien connue, hein, mais ça ne peut pas arriver jamais. Qu'est-ce qu'ils voyaient, les gens qui étaient ici? Ils parlaient probablement du match de foot de la semaine dernière parce qu'ils ne voyaient rien de la chirurgie. Et aujourd'hui, avec une petite caméra ici, on peut voir ça de la maison. On ne peut pas penser que ça va être la même façon. Alors, je crois que entre tous, hein, ce que je disais avant, on parle de heart team, les cardiologues, les insuffisances cardiaques, les valves, les spécialistes en électrophysiologie, l'image, que, comme je disais, je trouve très important. Si tout le monde travaille avec le malade en face, je crois qu'avec ça, on va être capable, dans les prochaines années, d'améliorer beaucoup. Parce que, comme je disais, je crois qu'encore, on a besoin d'apprendre beaucoup. Et je voulais vous laisser seulement avec ça. Je m'excuse, ça a été peut-être un peu trop long, mais si vous avez l'intérêt, vous avez la présentation de ça et l'autre aussi. Et ça, c'était le dernier message. Je crois que ça vient, une chose que ça va s'appeler la médecine cardiovasculaire. Et ça va être la fusion de la cardiologie et de la chirurgie. On va garder chacun notre partie. Il va y avoir des cardiologues qui sont plutôt interventionnistes, les autres
plutôt de la clinique. Finalement, les techniques que nous avons apprises seront bien sûr modifiées avec le temps. On l'a vu, hein, dans des années, ça a changé beaucoup. Mais les principes de la technique qu'on fait vont demeurer comme ça. Et je crois qu'une des choses la plus belle que j'ai appris de la technique, disons, Carpentier, c'est qu'il y a un concept, une idée logique, scientifique en arrière, et comme ça, on peut comprendre pourquoi on le fait comme ça, on ne le fait pas comme un autre qui fait une chose différente. Et je crois que la chirurgie jouera toujours un rôle très important dans le traitement de l'insuffisance mitrale. Cependant, l'ancien concept de chirurgie cardiovasculaire qu'on avait et qu'on ne peut pas avoir, ça fait une quarantaine d'années, mon chef, il était le chef de tout. Il était Dieu. Il était, ce qu'il disait, c'était la parole de Dieu, d'Allah. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus transversal, chacun sait un peu ici et là. Alors, ça ne sera plus le même concept. Et devons donc comprendre que le patient est au centre. Et si on peut trouver des choses qui sont mieux pour le malade, il faut chercher, y aller pour faire ça pour son mieux. Hein. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Et Monsieur Madani a aussi mon email et mon téléphone, content de n'importe quand vous aider dans n'importe quelle chose. Même venir à Barcelone, prendre une bière. Merci beaucoup à Merci. toi, cher. Merci beaucoup à toi, cher José. Merci pour cet excellent topo. Vous avez fait le tour de la chirurgie mitrale depuis 1902 et on a bien vu la publication sur le Lancet jusqu'à aujourd'hui. Vous avez passé en revue toutes les techniques de réparation de la valve mitrale, depuis les commissurotomies à cœur fermé faites autrefois à l'aveugle, jusqu'à la chirurgie d'aujourd'hui qui se base sur l'image, comme vous avez bien rappelé. Il faut dire que l'image a révolutionné la médecine, et particulièrement la cardiologie et la chirurgie cardiaque. Et bien entendu, vous n'avez pas manqué de rappeler toutes les techniques réparatrices des insuffisances mitrales, les techniques percutanées, et qui certainement prendront de la place dans la prise en charge des malades lourds éventuellement, donc récusés par les chirurgiens, ou plutôt les malades qui sont en instance d'une transplantation éventuellement, comme pour le MitraClip, ou autre procédure percutanée de réparation de la valve mitrale. Merci d'avoir partagé aussi votre album photo. Je vois que votre carnet d'adresses est assez intéressant. Je vais essayer de le piquer au passage. On commence avec vous, avec ce webinaire, je dirais, inaugural, une série d'autres webinaires sur la réparation de la valve mitrale et de la valve tricuspide. Pour le cher public qui nous écoute, on aura l'honneur de recevoir ici une panoplie de très bons chirurgiens de grande renommée, de renommée internationale, dont on a vu les photos tout à l'heure. Je vais citer les uns sans oublier les autres. Gilles, par exemple, Dreyfus. Et on essaiera aussi d'avoir Hugo Van Herman éventuellement pour parler de la chirurgie mini-invasive de la valve mitrale. Et comme on a vu dans le topo, c'est un des pionniers de cette technique mini-invasive de réparation ou bien de remplacement valvulaire mitral. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou bien des questions dans la salle. N'hésitez pas. Si on peut abuser de ton temps un petit moment encore, cher José. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Alors, moi, j'ai mes résidents qui sont occupés en réanimation à prendre en charge le patient qu'on a opéré aujourd'hui. Bon, c'était un remplacement valvulaire mitral. En voyant un peu le tour d'histoire que vous avez présenté, nous sommes toujours, particulièrement dans les hôpitaux publics ici au Maroc, dans la prise en charge du rétrécissement mitral rhumatismal, bien évidemment, et qui, bien souvent, malheureusement, ne laisse pas plus de possibilités que de remplacer les valves par des prothèses mécaniques. Il s'agit de patients jeunes, comme vous en avez opéré beaucoup, certainement quelques décennies avant. Donc, voilà, là, on en est là aujourd'hui ici au Maroc.
J'imagine que c'est le cas aussi dans le tiers-monde, en l'occurrence en Inde, au Brésil, on en opère beaucoup. Ben, c'est beaucoup de remplacements valvulaires. Vous avez parlé tout à l'heure de la commissurotomie à cœur fermé. On fait presque plus ici au Maroc. Je dis presque plus juste pour ne pas exclure quelques cas exceptionnels pour lesquels on peut proposer des commissurotomies à cœur fermé. Mais là, la dilatation percutanée prend beaucoup de place. Voilà. Il y a les cathétériseurs qui sont bien formés. On a certains qui ont même de très bonnes séries avec de très bons résultats. Mais sinon, les malades qui sont adressés aux chirurgiens, c'est généralement pour un remplacement valvulaire par prothèse mécanique. Alors, dans notre contexte, moi, je suis un peu initié à la chirurgie vidéo assistée, comme j'en ai fait quand même pas mal avec le professeur Gégaden à Lyon. Mais on reste quand même assez conventionnel pour le moment, particulièrement à Tanger, parce que l'infrastructure oblige, on va dire. On n'a pas encore une colonne de vidéochirurgie, mais avec l'ouverture de CHU, on doit être théoriquement très bien équipé. Et éventuellement, avec vous, avec les différents partenaires qu'on puisse avoir, on pourra lancer un programme de chirurgie mitrale vidéo assistée. Je saisis l'occasion parce que parmi l'audience, il y a pas mal d'amis cardiologues ici présents à Tanger et qui ont participé bien sûr au webinaire. Et voilà, c'est pour dire que des projets de collaboration avec vous, avec la panoplie de chirurgiens qui vont défiler le mois de juin et juillet pour présenter les différents webinaires, il y a bien sûr l'intérêt d'apprendre et de partager le savoir, comme vous avez dit à l'inauguration de la session, mais on cherche obligatoirement un impact sur le patient, bien entendu. Et donc, moi, mon rêve, depuis que je suis rentré de Lyon, était de démarrer un projet de chirurgie mitrale vidéo assistée. Alors, le CHU de Tanger ouvre ses portes pour très bientôt. On aura une structure merveilleusement équipée et certainement la possibilité de proposer ce genre de chirurgie mini-invasive à nos patients. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore jeunes. Et bon, c'est vrai que le patient a le souci esthétique. Au lieu d'une cicatrice au milieu de la poitrine, une petite incision en sous-mammaire, ça passe. C'est plus élégant, c'est plus joli, particulièrement quand il s'agit de patientes de sexe féminin. Mais pour nous, c'est en même temps donc, tous les intérêts de la chirurgie mini-invasive à mettre en avance. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas, comme ça, par hasard. Mais je peux vous dire aussi que Oui. ici, on fait normalement 2-3 cas de minimal invasive par semaine, et nous avons des chirurgiens bon, la plupart des chirurgiens, je dirais que le 90%, ils ont fait son entraînement ici, mais tous, ils ont passé 2 ans avec Link Mayo, John Hopkins ou à Houston, quelque part, et qu'il y a un spécifiquement qui fait la mitrale, Pereda, qui fait la mitrale depuis pas mal de temps déjà, endoscopique, et il a fait très bien, il fait la réparation mitrale très bien, et il fait aussi la robotique. Alors, si jamais vous êtes très intéressé, venir passer quelques temps, semaine, 2 semaines, n'importe quoi, nous Parfait. sommes toujours très ouverts à n'importe quoi. Et Merci. Barcelone, c'est une belle ville en plus. Alors, C'est pas gentil. Malaga, mais c'est pas mal non plus. Hein. C'est très gentil. C'est très gentil à toi, cher José. Eh bien, en même temps, j'ai mon passeport vaccinal qui est prêt. Donc, allez, je vais saisir l'occasion. Non, non, mais Alors, c'est très gentil à vous. après dire seulement que tout ce qui vient normalement, Berbi, cardiologue de Carpentier, comme vous avez vu, qui est un type aussi très charmant, très agréable. Il y a Patrick Perrier, Hugo et Gilles. Depuis il y a 20 ans, 20 ans, on fait un master, 2-3 masters par année. Depuis il y a très long, 20 ans, en fait, 2002. Et on était toujours ensemble. On a ajouté maintenant, depuis un certain nombre d'années, on avait Robert Dion et il a pris la retraite, il ne voulait rien savoir déjà. Et on a eu aussi Steve Livesey qui est venu avec nous, et Robert Clouds aussi de Leiden. Mais vraiment, on fait ça de façon de routine, 2 jours et demi avec chirurgie live, des cas, discute et tout ça,
que je ne sais pas, mais ça c'est, en fait, c'est Edwards qui l'organise normalement, mais j'espère qu'ils peuvent vous envoyer aussi un peu d'informations. Et on a fait le mois de mai, je crois, Ouais, ouais. avril ou mai, on a fait un à Barcelone et on le fait en fondamental et après advanced et un peu plus. Très bien. C'est en anglais, mais entre nous, on parle toujours en français parce que la plupart, c'est des francophones plutôt que anglophones. Alors, si n'importe qui Ouais. peut venir ici passer les Non, deux, mais 3 jours avec nous, c'est très gentil très et content. c'est une occasion que je ne raterai pas, ça c'est clair. Voilà. Voilà, Quand très bien, très bien. Au fait, si je peux vous poser une question, moi oui, j'ai fait quand même en 2008 avec Gegaden, on a fait pas mal de plastie mitrale. Et à oui, l'époque, pour les prolapsus de P2, oui, bon, la technique de routine était quoi? Était tout simplement de faire une résection quadrangulaire. oui. Dire que voilà, Gegaden a commencé à s'intéresser au cordage artificiel. Mhm. Et j'ai posé une question. Bon, pourquoi passer vers une technologie, enfin vers une technique nouvelle alors que la technique ancienne qui est validée a quand même des résultats qui sont sûrs et fiables et qui sont durables dans le temps. Tout le monde sait que voilà que pour une résection quadrangulaire de P2, allez, Tout à plastique fait. marche, voilà, la plastique marche parfaitement bien. Et en plus, les résultats à 20 ans restent toujours bons. Je crois que le problème, le problème qu'on a avec ça, c'est qu'il faut être un bon chirurgien expert dans la chirurgie mitrale parce que si on fait une résection plus large de ce qu'on a besoin, la tension qui reste, c'est pas très bonne idée. Ça reste un tissu assez rigide qui descend pas. Si on l'a fait, disons, d'une façon classique, bien faite, je suis tout à fait d'accord. C'est une technique qui n'a rien en contre, excepte quelqu'un peut dire, ben, il peut y avoir un kinking de la coronaire, on peut avoir, quand on met les points, avoir quelque... Mais dans la plupart des malades, c'est une chirurgie définitive. Et du point de vue logistique, pour moi, si on a une dilatation de l'anneau dans la partie postérieure, dans la paroi libre du ventricule gauche, et on fait une résection quadrangulaire, on essaye de réduire et mettre l'anneau en concordance avec l'orifice qu'on laisse. Par contre, si on fait le respect, c'est vrai que ça va très bien avec les cordages, une bonne surface de coaptation, mais on a des anneaux beaucoup plus larges qui ne sont pas vraiment l'original. Hein. Si on regarde maintenant, on emploie très souvent les 40, 42, 38, et auparavant, surtout avec les sténoses mitrales, on employait le 26, 28, le 30, c'était déjà grand. Hein? Et aujourd'hui, le 30, c'est pour une femme petite. Hein? Euh, Ouais. alors, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre de ça. Hein? Tout à fait. Et je crois qu'il y a des techniques, des anciennes techniques qui sont encore impeccables. Oui, mais comme vous avez dit à la conclusion de votre webinaire, de votre présentation, c'est que voilà, les techniques d'aujourd'hui, peut-être céderont la place à d'autres demain. C'est que les choses évoluent. Et c'était ça, en fait, la réponse de Gegaden à l'époque, je me rappelle très bien. Il disait que voilà, donc c'est bien la résection quadrangulaire, ça donne, mais il ne faut pas résister au changement. Et à l'époque, Exactement. voilà, à l'époque, ce qu'on avait remarqué déjà avec les cordages artificiels en PTFE, c'est que voilà, la petite valve, la valve postérieure, gardait une mobilité. Et dans votre présentation, j'ai vu tout à l'heure qu'il voilà, y a ce risque quand même de développer des thrombus à la face postérieure, du côté ventriculaire de la petite valve. Et donc, je crois que garder la mobilité de la valve postérieure, c'est plutôt bien. En parlant de résistance au changement, Carpentier avait résisté au cordage artificiel, alors que voilà, c'est un des grands fondateurs de la plastie, de la réparation mitrale. Mais c'est vrai qu'il était en contre et en fait, parfois c'était désagréable de voir qu'on lui parlait à Patrick
Perrier, comme vous ne comprenez pas ça, c'est pas comme ça va pas. Mais ça a été pendant quelques temps. Et les années dernières, j'ai parlé avec lui. Et dans son livre même, il parle de la plastique avec les cordages et tout ça. Et je crois que, parce qu'en fait, c'est un homme très intelligent, il a compris qu'il faut y aller avec ça et que ce n'est pas une connerie. C'est vrai qu'on peut le faire avec des cordages secondaires, comme il fait Gilles, par exemple, très bien. Mais ça prend aussi plus d'expérience. Alors, si on veut voir une technique pour tout le monde plus facile, par exemple, la rhumatismale, il y a des chirurgiens qui font des plasties mitrales dans les malades rhumatismales. Par exemple, en Thaïlande, Tavisak. Tavisak, c'est un chirurgien exceptionnel. Il fait une chirurgie merveilleuse. Il laisse un tissu pliable, facile et tout ça. Mais lui, il a une expérience incroyable. La plupart des chirurgiens, ils vont casser la valve. Ça, c'est normal entre nous. Hein. Et les résidents, par exemple, pour leur montrer comment il faut faire la résection quadrangulaire, parfois, la tendance est d'y aller un peu trop large, à la place d'y aller un peu plus petit, après un peu plus... Et si on va trop loin, après, il y a une tension au milieu qui n'est pas l'idéal non plus. Alors, Ouais. mais de toute façon, comme je disais avant, je crois qu'il y a des techniques qui vont demeurer toute la vie parce qu'ils ont une logique, ils sont très bien pensés, ils fonctionnent très bien et ils ont beaucoup de malades qui vont bien. Mais il y a des choses qui viennent que il y avait des gens qui étaient tout à fait en contre de la chirurgie endoscopique et tout ça. C'est une connerie, il faut ouvrir bien, il faut voir. Aujourd'hui, je crois que tout le monde, lentement, comprend que si on peut le faire avec un petit trou, comme tu disais, une femme, elle n'aime pas avoir Une cicatrice. Ouais. pure ici, comme ça. C'est pas, c'est beaucoup plus facile. C'est pour nous, comme chirurgiens, c'est plus difficile, mais pour le malade, je crois que c'est très important. Surtout, aujourd'hui, j'ai mangé à midi avec un malade qui avait été opéré endoscopique et que 5 jours plus tard, il était à la maison. Il me disait, écoute, je ne peux pas croire que c'est fini et ça va tellement bien. Et ça change beaucoup des choses. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a une petite question Oui. de la part de l'assistance par rapport à la crédibilité du test Allo, Saline test pour reproduire. Ah, très bonne question. Ah Ouais, oui, ça c'est pertinent. ouais. Ça, c'était Alors, une juste excellente question parce que on est dans un cœur qui est statique, qui ne bouge pas. placide, ça ne bouge pas du tout. Au contraire, on peut lui mettre de l'eau et ça. Et je crois que, à mon avis, je crois que pour, pour tous, je dirais peut-être même Gilles, hein, on avait des soucis sur cette affaire de mettre de l'eau, mais finalement, on le fait tout le monde parce que ça te permet de voir. On ne peut pas dire ça ferme parfait, mais tu peux voir s'il y a quelque chose, où c'est le problème. Et je n'ai pas employé le bleu de chaque côté. Il y a des gens qui emploient toujours le bleu, voir où ça touche et tout ça. Et je trouve que c'est une bonne idée, mais je n'ai pas eu cette. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas employé, mais voir où il y a le problème avant de faire l'écho, ça te donne une idée de où il y a le problème. Mais je suis d'accord, il n'est pas une chose pour dire si ça va, c'est sûr. Il y a eu des malades qu'on l'a fait et après. Mais on évolue beaucoup, par exemple, le malade avec des malades avec une mitrale très complexe, avec ce qu'on appelle un Barlow. Le Barlow, en français, c'était une chirurgie extrêmement complexe pour seulement 400 chirurgiens dans tout le monde, parce que c'est vraiment complexe. Jusqu'au moment qu'on a appris que, en fait,
c'est tout un système de l'appareil sous-valvulaire qui monte dans la partie atriale et descend. Et ici, dans la partie en bas de la valve antérieure, la valve postérieure, ça en va comme ça. Ça s'ouvre comme ça. À ce moment, quand on a appris, avec l'école, on a compris le mécanisme de comment ça fonctionnait. Si on met un anneau seulement, sans rien toucher que l'anneau, peut-être après 15 ans, ça ne marche pas, hein, mais seulement avec un anneau, ça ne bouge plus. Ça ne peut pas s'ouvrir. Et ça fait qu'une chirurgie qui était très complexe, dans certains malades, on peut la faire presque le résident. Et alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'évolution. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que voilà, pour les jeunes chirurgiens ici présents dans la salle, pour réussir une réparation mitrale, on a bien compris qu'il faut connaître parfaitement bien le mécanisme et la physiologie de cette valve mitrale. Alors, c'est un complexe valvulaire et sous-valvulaire qui, quand même, qui mérite beaucoup d'attention. Il faut une bonne connaissance des bases anatomiques pour pouvoir réussir sa réparation ou bien sa plastie mitrale. Et je crois que je ne sais pas combien de cas de mitrale vous faites à l'hôpital, mais par exemple, chez nous, quand je suis arrivé ici, on faisait, maintenant on fait environ 1000 CSS, hein, 1000 pompes par année. Hein. Ça veut dire qu'on peut faire peut-être 3 à 4 mitrales par semaine. Peut-être une semaine 5, l'autre 2. Mais avant, le problème, c'est que tout le monde voulait faire un cas. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas personne qui ne savait pas bien le faire. Je crois qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on essaye de, si on a quelqu'un dans le service qui est capable de faire, qu'on voit qu'il a une dextérité, une habilité spéciale pour faire des choses et tout ça, si lentement il se met dans cette affaire, et c'est sûr que c'est toujours le problème, s'il y en a qu'un qui le fait, le jour qu'il ne peut pas venir parce qu'il est en vacances, il n'y a personne. Mais je crois que c'est important d'avoir un petit groupe qui fait beaucoup la même chose, des autres qui font des coronaires. Je crois que la division en différentes sections un peu de tout ça, ça permet de faire des affaires beaucoup mieux. Certainement. Alors, je ne sais pas si Dr Smaïl, il a levé la main, peut-être qu'il a une question à poser. Oui. Alors, vas-y, tu te présentes. Ça, c'est mon poulain, cher Pomar. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier, cher professeur Pomar, pour votre présentation. Je remercie également mon maître, professeur Medani. J'ai bien noté le syndrome de Babel, dans la mesure où dans la médecine, parfois on utilise plusieurs mots pour désigner la même chose. Et c'est bel et bien à quoi ça sert la classification de Carpentier, avec sa triade physiopathologique. Ma question est par rapport aux erreurs. Y a-t-il des erreurs commises et donc qu'il faut éviter dans le ring sizing? Oui. Le ring sizing, c'est une chose aussi complexe. Complexe, ce n'est pas si complexe que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que si on prend la distance entre... si on prend les plastiques qui viennent des compagnies, Medtronic, Edwards, n'importe quelle, les mesureurs. Ils ont une petite pointe dans l'endroit supposément pour les trigones, même que les gens ils disent c'est les commissures parce qu'on les voit très bien les commissures. Mais si on regarde, c'est un tiers de la circonférence. Alors, c'est entre le trigone. Gilles Dreyfus, il va te dire que où est-ce que sont les trigones? Tu le vois? Je ne l'ai jamais vu le trigone. Et peut-être c'est vrai, mais c'est sûr que quand on met le point, on se rend compte qu'ici, le tissu n'est pas le même. Et en fait, l'idée d'avoir des anneaux ouverts, c'était parce que cette partie d'ici, entre les deux trigones, ça ne se distend pas. Alors, pourquoi il faut les mettre deux? Ça ne coûte rien de mettre 2 points ou 3. Là. En tout cas, et ça partage les forces autour. Pour moi, c'est logique, si tu veux bien. Le problème pour mesurer, ce que je fais normalement, je mets le point
dans le trigone droit, un point dans le trigone gauche, je le mets normalement à l'envers, et j'ai 2 points de référence, et je mesure avec un mesureur la, la taille de l'anneau qu'il faut mettre, qui normalement est la même taille que la surface de la valve antérieure. Alors, si on tire un peu en bas de la valve antérieure, elle couvre tout le plastique que nous ont donné. Alors, dans ce sens, si on a la valve antérieure, sauf dans des myocardiopathies, on sait c'est plus petit, des choses comme ça, dans la plupart, 90% au plus, c'est avec ça, c'est assez pour le mesurer. Et normalement, si on a une doute, c'est mieux de prendre un peu plus grand qu'un peu plus petit. Parfois, les gens disent non, plus petit, ça va réduire encore plus. Mais c'est pas vrai, ça déforme tout et ça peut avoir un prolapsus dans les commissures et tout ça. C'est mieux un peu plus qu'un peu moins. Effectivement, donc voilà, Ismaël, pour mesurer la bonne taille de l'anneau mitral, l'anneau prothétique à utiliser pour une plastie mitrale, on a 2 repères au fait. Alors, il y a la distance entre les 2 trigones, et on a bien précisé qu'il s'agit de la distance entre les trigones beaucoup plus que ce soit la distance entre les commissures, parce que la distance entre les commissures est encore plus grande. Et puis, deuxième critère, et qui est quand même fiable, c'est la hauteur de la grande valve. Voilà, la hauteur de la valve antérieure. Alors, s'il y a un doute, autant prendre un anneau un tout petit peu plus grand, c'est-à-dire si tu as le doute entre 30 et 32, autant utiliser un 32. Si tu vas douter en 32 et 34, autant utiliser un 34. Quand on revient vers un anneau plus petit, on risque de déformer, comme a dit José. Et puis, si jamais il s'agit d'un barlow, on risque de provoquer un SAM, là aussi. Oui. Le SAM, le risque d'induire un SAM devient plus grand avec un anneau plus petit, un anneau sous-dimensionné, on va dire. Ça met la fermeture vers la gauche, vers la valve postérieure. Comment ça s'appelle la sortie de ventricule gauche, voilà. et à la place d'y aller vers la partie de la valve postérieure. Voilà. Alors, peut-être que voilà, on brûle un peu les étapes parce qu'on va parler de ces pathologies au fur et à mesure. L'objectif de ce topo était de voyager un peu dans le temps. Vous nous avez fait voyager dans le temps. Oui, c'était pour commencer un peu tout le… Voilà. Pas commencer avec le SAM, hein, oui, c'est très intéressant, mais si on commence avec des problèmes, pour voir un peu… C'est sûr qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire et à parler, mais je suis convaincu que aussi avec Berebi pour toute la partie d'écho, qu'il est capable de montrer ça d'une façon excellente, avec très bien organisé, les 6 différentes visions pour la mitrale, pour voir exactement c'est quoi la pathologie, c'est quoi la lésion, tout. Je crois que ça, c'est des concepts qui sont très nécessaires. En train de comprendre bien l'écho, je crois que la chirurgie mitrale, c'est fondamental. Oui. Alors, encore une question. José, encore une question. Cette fois, elle est de la part de Dr Lahmar, qui est un jeune chirurgien en Algérie. Et c'est un des abonnés fidèles, on va dire, de notre jeune académie. Sa question est aussi pertinente que celle du test à l'eau. Alors, pour lui, quelles sont les étapes d'une bonne analyse péropératoire de la valve mitrale pour bien comprendre le mécanisme lésionnel? Et puis, il a aussi… J'ai laissé ça dans l'autre présentation, mais c'est une excellente question. Exactement. La première chose, c'est qu'on sait que le P1, le premier feuillet de la valve postérieure à côté du pilier antérieur à gauche, le P1, normalement, il n'y a presque jamais de prolapsus. Alors, on emploie le P1 comme référence pour tout le reste. Alors, avec un crochet, on prend le P1, même si le cœur est flaccide, et on s'en va vers le P2, et on l'approche l'un à côté de l'autre. Après, on prend le P3.
Après, on prend le A3, A2 et A1. Et comme ça, on peut faire tout le tour de la circonférence de la mitrale et voir s'il y a des prolapsus ou non. Et en même temps, on voit déjà s'il y a des autres choses, par exemple, un rétrécissement d'un des feuillets, s'il y a une rupture de cordage avec le crochet, on voit que ça s'est cassé. Disons que si on commence avec le P1 et on y va lentement, c'est sûr qu'on a déjà une certaine idée de l'écho, de ce qu'on va trouver. Mais moi, je me rappelle que plusieurs fois, j'ai fait des topos avec Berebi. Est-ce que ce que tu vois, c'est la même chose que je vois? Parce que ce n'est pas 100%. Aujourd'hui, de plus en plus, avec les 3D, tout ça, c'est difficile de se tromper. Hein? Mais je crois que, comme disait Carpentier, ça vaut la peine d'y aller plus lentement. C'est 5 minutes de plus et faire une bonne analyse de la valve avant de commencer à faire n'importe quoi. Fondamental. Exact, exact. Effectivement, il faut, comme je disais tout à l'heure, une bonne étude, une bonne analyse de ce complexe qui est la valve mitrale pour pouvoir réussir sa réparation. Et bien sûr, on rentre en bloc, on a déjà une cartographie des lésions grâce aux images échographiques. Et maintenant, les échographies en 3 dimensions, comme tu as bien précisé, c'est quasiment impossible de se tromper. On a exactement la lésion et on prévoit d'emblée la réparation donc, de cette lésion, la faisabilité de la réparation. Donc, toujours, Dr Hmar, il se pose la question par rapport au nombre de cas qu'il faut faire avant de dire que voilà, je maîtrise la réparation mitrale, je maîtrise la technique de plastie mitrale. Un petit peu ce genre de questions. C'est des questions récurrentes de la part des jeunes chirurgiens. Ils posent toujours ce genre de questions. On n'arrive jamais à maîtriser tout la valve mitrale parce qu'il y a, chaque valve est différente. Mais disons que la plupart disons, du côté dégénératif, c'est le P2, le prolapsus de P2 qui est le plus fréquent, même qu'il y a des P2 complexes, très difficiles, mais c'est le plus habituel. Et je dirais que si on a fait une trentaine, quarantaine, on peut se dire master. C'est pas si facile de faire une trentaine de cas toi-même, bien maîtrisé et tout ça, mais avec une trentaine de faits, mais évidemment, ça c'est si on veut le faire pour montrer à quelqu'un d'autre. Mais il faut le faire, il faut commencer et dire, bon, le premier, ça serait peut-être pas parfait, mais c'est comme la dissection de l'aorte. Une dissection, c'est une chirurgie complexe qu'on a toujours peur le premier jour. Et lentement, tu vas trouver comment faire ça et l'autre. Et la mitrale, je trouve que c'est artisanal et ça prend le temps à voir comment le faire, à comprendre des stratégies de comment le faire aussi. Exactement. Cher Lahmar, il y a une courbe d'apprentissage. Oui. Et puis, comme a bien précisé professeur Pomar, les malades ne se ressemblent pas. Et donc, beaucoup plus que. Il faut revenir donc à cette notion de base élémentaire dans l'analyse de la valve mitrale et certaines techniques de réparation. Il y a des techniques qui sont basiques comme la résection quadrangulaire de P2. C'est une technique qui est fiable, qu'un jeune chirurgien peut produire tout de suite. Mais il y a des techniques qui sont un petit peu complexes, comme par exemple réparer avec des cordages artificiels. Je ne sais pas, on brûle les étapes, cher José, mais j'ai quand même une question. Quand vous faites des réparations valvulaires par des cordages artificiels, comment vous faites pour la mesure de la longueur des cordages? C'est encore une très bonne question. Hein? Non, c'est une très bonne question. Mais il faut encore penser que les cordages, d'abord, il ne faut pas mêler celui qui vient du pilier antérieur et le postérieur. Il y a une partie moyenne, c'est très important de pas le mettre d'un côté à l'autre. Mais normalement, il y a 1, 2 cordages, parfois 3, qui sont cassés. Le reste, ça continue à être bien.
si on est capable d'employer celui qui est normal pour mesurer, qu'on pourrait très bien, il y a des cardiologues, échocardiographistes qui sont bons, qui peuvent le faire avant la chirurgie. Et ils te disent, c'est 22, 23, 25. Et en général, il n'y a pas une énorme différence. C'est plus ou moins la même affaire. Mais on peut très bien le mettre à travers près du bord de la valve. Et quand tu es là, tu mets un peu, par exemple, de l'eau et tu vois quand il est rempli et si tu vois qu'il est un peu trop. Le problème, c'est normalement qu'avec le nœud, normalement, il descend un peu plus. Ouais. Alors, il faut faire attention à ne pas pousser tout, parce que le Gore-Tex n'est pas facile à faire les nœuds. Et il faut faire 6, 7, parfois un peu plus. La seule chose que j'ai vue dans des chirurgiens chez moi, ça a été quelques cas des nœuds qui se sont ouverts. Un cas. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est facile à faire. On prend en bas et on pousse. Quand on prend, on pousse un peu. On le tient pour ne pas descendre. Mais la plupart des défauts, c'est de trop serrer le. Oui. Alors, j'ai une très belle vidéo assez démonstrative sur les techniques de mesure de cordage qu'on va peut-être partager ensemble le prochain webinaire. Voilà, on s'est mis au cordage artificiel avec un ami. On a fait pas mal quand même de réparation valvulaire mitrale comme ça, avec de très très bons résultats. Et j'ai quand même l'astuce pour répondre à la question. Donc, pour garder un peu de suspense, on va le partager, la vidéo, on va la partager la prochaine fois. Parfait. Ok, parfait. Très bien. Alors, je crois qu'on a épuisé toutes les questions de la salle. À mon tour de te remercier à fond, cher José. Tu as répondu favorablement à l'organisation de ces webinaires, de ces topos. On a bien fait de commencer avec toi parce que ce voyage dans le temps et dans l'histoire de la chirurgie de la valve mitrale était très agréable. Avec un français, comme je t'ai dit la dernière fois, qui me rappelle le français de… Allez, je le garde pour moi ou bien je le partage avec le public? Non, tu peux partager tout. Aucun problème. Alors, c'est un français qui me rappelle un peu les chansons de Julio Iglesias. Voilà, et c'est agréable. Avec Aznavour. Aznavour aussi. C'est très agréable. Donc, je remercie aussi tout le public ici présent. On se donne un prochain rendez-vous pour parler toujours de la réparation de la valve mitrale, mais en allant plus dans le détail. Et comme je disais en inauguration, il y aura quelques 7 ou 8 webinaires pour faire le tour de la question, jusqu'à parler éventuellement de la réparation de l'insuffisance mitrale ischémique, qui est embêtante aussi bien pour le cardiologue en termes d'évaluation, mais aussi bien pour le chirurgien en termes de réparation. Et ce n'est pas toujours évident. Pomar, merci beaucoup. Et un prochain. Voilà. Avec grand plaisir. Ciao. Au revoir. Très cher public, à très bientôt. Très bonne soirée pour tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.